Bonsoir, bienvenue à Média Pro, l'émission qui est généralement dédiée aux médias et à la télévision. Ce soir, nous allons consacrer essentiellement cette émission aux archives. Quelle est la problématique des archives entre la France et l'Algérie? Pour en débattre, nous avons aujourd'hui consacré un large plateau, pas seulement avec mes deux chroniqueurs, mais ce soir, nous avons ouvert cette émission à d'autres intervenants, à commencer par M. Zindine Qassimi, chercheur en histoire de l'Université de Bouira, spécialiste justement des archives et de la documentation. Nous avons également associé à cette émission notre journaliste du service francophone, Sofiane Barodi, qui est un spécialiste aussi du contexte historique. Avec moi également, bien sûr, mes fidèles chroniqueurs, Reda Hariresh, spécialiste dans la gestion des conflits, et bien sûr Faisal Matawi, très connu, journaliste très célèbre, journaliste du site Algérie H24. Bienvenue. Avant de commencer cette émission et le débat très intéressant sur la problématique des archives, nous allons écouter la déclaration de la ministre de la Culture française, Roselyne Bachelot, sur justement l'ouverture des archives sur la guerre d'Algérie. Il faut avoir le courage de regarder la vérité historique en face. Oui. C'est exactement la décision que j'ai prise par un arrêté qui fait que j'ouvre en avance les archives nationales, puisque je suis la ministre des archives. Vous nous annoncez que vous ouvrez les archives. J'annonce que j'ouvre avec 15 ans d'avance les archives sur les enquêtes judiciaires de gendarmerie et de police qui ont rapport avec la guerre d'Algérie. Je veux que sur cette question, qui est une question qui est troublante, qui est irritante, où il y a des falsificateurs de l'histoire qui sont à l'œuvre, je veux qu'on puisse la regarder en face. On ne construit pas un roman national sur le mensonge. Et c'est la décision que j'ai prise en ouvrant ces archives avec 15 ans d'avance. Il y a des risques. Il y a des risques. Imaginons que l'on découvre que l'armée française a torturé. Oh bah ça, que l'on découvre. Ça, c'est pas une découverte. Oui, c'est pas une découverte, mais que l'on ait confirmation. Mais je crois qu'on a c'est l'intérêt du pays que de le reconnaître. Quand Emmanuel Macron a rendu justice sur l'affaire Audin, il avait ainsi, je dirais, mis la France en face de la vérité. Quand Jacques Chirac est au Veldiv et qu'il reconnaît la responsabilité de l'État, il fait une œuvre utile. Je crois qu'on ne doit jamais avoir peur de la vérité. Il faut la contextualiser. Tout ça s'est passé il y a déjà un certain nombre d'années, mais il faut la regarder en face. Alors, cette déclaration ou cette annonce de Roselyne Bachelot a fait l'effet, justement, un grand effet médiatique. Pour vous, Monsieur Qassimi, qui est chercheur en histoire, spécialiste justement des archives, que signifie pour vous cette annonce? Merci pour votre invitation et merci pour tous les présents et pour les téléspectateurs et téléspectatrices. Pour la déclaration, nous pouvons dire qu'il y a deux aspects dans cette déclaration. C'est l'avance d'ouvrir les archives concernant la guerre d'Algérie et surtout les enquêtes judiciaires, c'est très important. Sauf à une condition qu'il ne soit pas des archives triées, sélectionnées bien avant, parce que maintenant nous sommes dans une phase pratiquement qui est très avancée par rapport aux archives, par rapport au travail qui concerne les archives dans les centres d'archives d'abord de France et dans le centre mère d'archives en France. Donc le tri d'archives, ça nous concerne beaucoup, le tri d'archives. Si on avance des enquêtes complètes, c'est bien d'avancer dans le sens. Et pour nous, cela renforce les dossiers de l'Algérie, renforce la revendication d'ouvrir ces archives. Le deuxième aspect, c'est la restitution de ces archives à l'État algérien. À l'État algérien. Est-ce que ouvrir signifie restituer, justement? Parce qu'il y a il ne signifie pas restituer les archives. C'est pour ça que j'ai dit, le deuxième aspect, c'est au lieu de faire, ça veut dire avant d'ouvrir ces archives, il faut penser à restituer. Nous sommes dans un contentieux archivistique algéro-français. Ça fait depuis 1962. Maintenant, on ouvre les archives au grand public, au large public. Le large public n'est pas averti.
pour voir ces archives, pour vérifier ces archives. Donc, nous avons le large public qui prend ces archives, qui consulte les archives, et on y trouve tout de suite sur les réseaux sociaux, sans aucun commentaire, parce que là, les archives, on peut en parler après sur le caractère des archives, des enquêtes elles-mêmes. Donc, je dirais, comme il est dangereux d'accéder à ce type d'archives, si toutefois le caractère de sélection est mis en route dans les centres d'archives, il est vraiment difficile d'en avoir ou d'arriver à une vérité, d'atteindre la vérité sur la vérité historique ou la vérité de l'histoire de la guerre d'Algérie. Ainsi, je pourrais dire aussi que ouvrir ces archives ne doit pas être manipulé. Donc, ouvrir l'archive telle qu'elle est. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons le problème d'abord de l'intégrité du fonds d'archives. Nous avons reçu quelques archives. L'Algérie a reçu quelques archives, mais non dans son intégrité. Nous n'avons pas reçu l'intégrité de l'archive. L'archive, le fond d'archives complet. L'intégrité territoriale, nous allons parler de l'intégralité des archives. Très bien. Donc nous ne l'avons pas reçu. Nous avons des séries manquantes. Très bien. Rida Harirash, vous qui connaissez très bien justement le monde des archives en France, que signifie pour vous cette annonce qui a fait quand même l'effet d'une bombe en plein justement froid entre Paris et Alger? Il y a incontestablement une volonté de réconciliation mémorielle de la part du président Macron. C'est aussi un aveu de sa part, puisqu'il le reconnaît par là, qu'il a gaffé en quelque sorte, et il veut faire amende honorable en offrant plus d'archives aussi bien aux chercheurs et historiens français qu'algériens. Donc c'est incontestablement une volonté de réconciliation mémorielle. Et en plus de ça, en pleine campagne électorale. Pourquoi? Parce que tout simplement, le président de la République française veut couper l'herbe aux pieds donc, de ses adversaires, et notamment en ce qui concerne ses adversaires de la droite, des deux droites. La droite extrême et l'extrême droite. Donc de ce point de vue-là, il veut davantage se repositionner au centre de l'échiquier politique pour dire, moi, je n'accepterai que ce qui sera éventuellement publié par les historiens. Et donc vis-à-vis du pouvoir algérien, il montre sa disponibilité à reprendre le dialogue sur des bases qui sont beaucoup plus saines. Très bien. Faisal, est-ce que tu penses que cette annonce est suffisante justement pour apaiser les tensions entre Paris et Alger? Non, ce n'est pas suffisant, parce qu'il faut être prudent avec les mots. Moi, je retiens que Roselyne Bachelot parle de mensonge, parle de pacification. Il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Ça veut dire que voilà, une reconnaissance implicite qu'en bonne partie, depuis l'indépendance d'Algérie, 60 ans après, il y avait beaucoup de mensonges côté français. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il s'agit, le professeur l'a précisé, il s'agit d'archives judiciaires, c'est-à-dire, et pour une période définie, parce qu'il faut être prudent. Oui, 54, la guerre 62. d'Algérie, c'est-à-dire 1954-1962, c'est 7 ans. Or, la présence coloniale française, l'occupation française, elle est plus longue que ça. 132 ans. Ça concerne donc des enquêtes judiciaires, ça concerne des personnes, mais ça ne concerne pas, par exemple, les actes de massacre. Les dépossessions de territoire, les massacres du 8 mai 45, tout ça n'est pas dans ces archives. La deuxième chose, et ça peut être un point positif côté algérien, parce que l'Algérie a pendant longtemps réclamé qu'il y ait reconnaissance par rapport à la torture. Vous avez remarqué que le journaliste Bourdin a posé la question sur la torture. Ça peut exister dans ces enquêtes qui ont été menées par les gendarmes et les policiers. Et ça considère, je pense que ça concerne également les tribunaux militaires. Les tribunaux militaires se sont tués sur beaucoup de choses, notamment les disparitions. L'Algérie, officiellement, a recensé plus de 2200 disparus pendant la guerre de libération nationale, puisque pour les téléspectateurs qui nous suivent, il y a eu, à partir de 1955, ce qu'on appelle les corvées de bois. Ça veut dire que les militaires français prenaient des Algériens détenus qui n'ont pas été jugés, ils les prenaient dans des forêts, dans des endroits isolés, ils les tuaient avec des balles dans le dos, et c'était présenté comme des corvées de bois
Ces noms ne figurent nulle part. C'est des exécutions sommaires. Absolument. Donc, le seul point probablement qui pourrait être intéressant côté algérien, c'est justement la question de la torture pour voir est-ce que les gendarmes sont allés plus loin, parce que les cas de torture sont très importants. Côté français, on a recensé plus de 20 000 Algériens qui ont subi la torture en Algérie pendant l'occupation française. Mais je pense que c'est un petit pas, mais c'est pas suffisant, parce que l'Algérie, monsieur l'a précisé, réclame la restitution de l'ensemble des archives. Et il faut noter que pour les archives françaises, il y a eu 10 kilomètres linéaires d'archives, c'est-à-dire presque 50 000 kilogrammes d'archives qui ont été pris à partir de 1962. C'est des camions entiers, le professeur Soufli, qui est un historien, en a parlé, c'est des camions entiers, c'est des avions entiers qui ont été pris côté français. Or, cette catégorie citée par Mme Bachelot est très petite. C'est une petite période pour des archives uniquement judiciaires. Oui. Alors, Sofiane Baroudi, vous connaissez très bien le monde des archives, puisque vous avez travaillé justement sur les archives de la guerre de libération, notamment sur les archives de Labodovitch, mais également les archives françaises. Est-ce que vous pensez, par exemple, que les archives sur la bataille d'Alger, où il y a eu plus de 4000 disparus, vont ressortir aujourd'hui à travers cette décision? Moi, je pense déjà que la décision, elle est en écho à un contexte français particulier qu'il s'agit d'analyser. C'est-à-dire qu'il y a une insuffisance déjà par rapport à la décision qui est claire, et ça rentre complètement en écho dans une bataille franco-française qui est une bataille très ancienne, qui est celle de la guerre de libération elle-même, où on va dire le camp français était divisé. Il était divisé entre plusieurs parties, notamment à la dernière partie. D'ailleurs, ça renvoie au contexte proche. Il faut se rappeler que le 21 avril dernier, il y a eu ce qu'on appelle la déclaration des généraux, qui était en écho au 60e anniversaire du putsch manqué de 1961. Elle a été signée par plusieurs hauts gradés de l'armée française qui représentent un camp particulier, qui est celui de ce qu'on appelait le Front de l'Algérie française, c'est-à-dire l'ultra-extrême droite, qui est bien plus à droite que même une Marine Le Pen, par exemple. Et le rapport Stora, par exemple, qui a parlé de groupes de mémoire en France, il a été décrié par absolument tout le monde, y compris par cette partie-là de la population qui ne reconnaît pas encore la Ve République, qui elle-même est née d'un coup d'État en 1958 et qui est toujours d'ailleurs de cours. C'est-à-dire qu'en France, si vous voulez, la guerre d'Algérie n'a pas encore été dépassée. Et cette ouverture sommaire, elle rentre en écho avec des pressions qui viennent à la fois des familles des victimes, qui ont débouché par exemple sur la reconnaissance de l'assassinat après torture de Maurice Audin, mais aussi de l'avocat Boumendjel. Et c'est, à mon avis, une réponse pour essayer de freiner l'élan d'ultra-droite en France qui commence vraiment à menacer par éventuellement une prise de pouvoir violente, parce qu'il y a clairement des appels au coup d'État qui reviennent de plus en plus, et c'est officiel. Il faut juste revenir à la déclaration que j'ai citée, à celle des généraux, ou à un rapport qui a été signé par plusieurs gradés. Alors, Sofiane, vous avez interviewé un des historiens qui a répondu à Roselyne Bachelot, Fabrice Recipouti. Écoutons sa déclaration, une réponse assez cinglante justement à Roselyne Bachelot sur justement les archives, l'annonce de l'ouverture des archives sur la guerre d'Algérie. Bonsoir. Alors, Madame Bachelot, ministre de la Culture, qui est la ministre de tutelle des archives en France, a annoncé vendredi dernier une ouverture des archives judiciaires 15 ans avant qu'elles ne soient librement communicables. Bien. Alors, il s'agit donc de dire que des archives qui auraient dû attendre 75 ans pour être librement communiquées dans les centres d'archives français le seront une quinzaine d'années plus tôt. Bien. Alors, cette annonce mérite de faire l'objet de plusieurs observations. Pour commencer, il s'agit d'une décision donc de l'exécutif, du président de la République, qui consiste donc à choisir, alors de façon un petit peu arbitraire, un morceau des archives coloniales françaises, plutôt que de faire ce que un certain nombre d'historiens et de citoyens en France notamment demandent, c'est-à-dire une ouverture de toutes les archives de la guerre d'Algérie, comme ça a été fait par le président Hollande sur les archives de la Seconde Guerre mondiale. Bien, première observation.
Ensuite, nous n'avons pour l'instant qu'une annonce faite sur un plateau de télévision, me semble-t-il, qui est ce qu'elle est, qui est très sommaire. Hein. C'est-à-dire qu'on nous dit les archives judiciaires, les dossiers d'instruction menés par la police et la gendarmerie. Bien. Alors, vous savez, pour pouvoir commenter de façon sérieuse cette annonce, il faudrait qu'on ait l'arrêté, c'est-à-dire le texte légal qui va définir très précisément une liste de fonds d'archives avec leurs cotes, hein, qui sont visés par ce qu'on appelle donc cette nouvelle dérogation générale. Or, pour le moment, nous ne l'avons pas. Elle n'a pas été publiée au journal officiel. On dit qu'elle le sera dans quelques jours, mais bon, voilà. Donc, il est extrêmement difficile de dire quelle est la portée exacte de cette annonce, puisque nous ne savons pas quelles archives exactement vont être concernées. Alors il y a des informations qui circulent, des informations parfois de bonnes sources, qui disent donc qu'il s'agira donc des archives judiciaires, alors c'est-à-dire des instructions, des enquêtes menées par la police et la gendarmerie à la suite de plaintes déposées par des Algériens ou par des Européens. Alors à la fois en Algérie coloniale et dans la métropole coloniale. Bien. Il semble que la période visée serait 1954-1966, ce qui comprendrait donc les affaires relatives notamment à l'OAS qui se sont déroulées ensuite après la fin de la guerre d'indépendance en métropole. Bien. Mais encore une fois, tout ça, c'est du conditionnel. Voilà. Alors, je voudrais rappeler dans quel contexte est faite cette annonce. Lorsque, en 2018, le président de la République française a reconnu la responsabilité de l'État dans l'enlèvement, la torture et l'assassinat de Maurice Audin, il a annoncé une volonté d'ouvrir largement les archives concernant la guerre d'indépendance algérienne. Voilà, c'est ce qu'on appelle une réponse assez droite, justement, à l'annonce de Roselyne Bachelot. Monsieur Qassimi, Monsieur Recep-Upti a parlé d'un morceau des archives. C'est-à-dire qu'il a reconnu que finalement, ce n'est pas tous les archives, comme l'a fait François Hollande, justement, concernant les archives de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on parle d'une ouverture des archives, mais une partie des archives. Est-ce que vous considérez cela comme une demi-annonce ou justement on veut faire un effet justement d'annonce concernant les archives et qui en réalité n'est pas une véritable ouverture des archives? En effet, c'est une demi-annonce. Une esquive, si on veut dire, pour la vérité. Une commission entre l'Algérie et la France a été installée depuis 1980 et qui, bien sûr, s'est réunie à plusieurs reprises sur le devenir des archives et sur la restitution de ces archives en elles-mêmes. Alors, la commission, en 80, nous avons la déclaration de Giscard d'Estaing qui avait parlé de l'inaliénabilité des archives de France. Donc, le refus total de restituer ces archives. Il disait que ces archives appartiennent à la France. Donc, le fonds est une propriété française, alors qu'un État, lorsqu'il accède à son indépendance, il a le droit à son passé, le droit de restituer son passé, son patrimoine. Toutes ces archives, nous avons vu, la restitution était, avant ce jour, était vraiment minime. Nous avons la restitution de 1968, si nous faisons juste un petit passage, de 500 registres qui concernaient
Beit el-Mal, ça veut dire les habous, les mariages, les actes de vente et tout ça. Nous avons 134 cartons en 1975 restitués et encore qui constituaient encore ce qui concernait l'Algérie avant 1830, mais nous n'avons pas reçu d'archives concernant la conquête française, les massacres français commis en Algérie, depuis 1830 jusqu'à 1962. Donc, ce morceau qui est vraiment restreint dans les archives et qui concerne juste les enquêtes judiciaires. Et encore, même les enquêtes judiciaires. Lorsqu'on parle des enquêtes judiciaires, on parle des archives. Là, nous avons aussi deux archives différentes, deux natures d'archives. Nous avons l'archive écrite par l'administration française coloniale et nous avons aussi l'archive qui a été écrite par les PC et les responsables de la Révolution, qui a été spoliée. Et c'est deux archives contradictoires. Donc, Madame Bachelot, lorsqu'elle a parlé de ces archives, de l'ouverture des archives, est-ce qu'ils vont ouvrir les deux archives? Est-ce qu'ils vont fournir les deux archives au lectorat, aux chercheurs, ou bien ils vont, comme je l'ai dit, je l'ai signalé, ils vont faire le tri d'archives. Si je parle de tri d'archives, c'est ce qui existe maintenant en France. L'annonce de Madame la ministre de la Culture en France, je présume qu'il est un fait maintenant qui a été déjà constaté avant. Ça veut dire qu'en France, il y a des archives qui sont communicables normalement dans 15 ans, dans 30 ans, mais que l'on trouve maintenant sur Internet, que l'on trouve même dans les centres d'archives en France. Vincennes, on est un exemple. On est un exemple. Reda, on parle de restitution d'archives judiciaires de la police et de la gendarmerie, mais on ne cite pas les archives militaires, c'est-à-dire les archives concernant les interrogatoires, les personnes, les déclarations des personnes qui ont été torturées ou interrogées. Tout ce qui est archives militaires est encore mis sous scellé. Très bien. Pour vous rejoindre par rapport à ça, s'il y a un autre responsable français qui s'est prononcé sur cette question-là, en l'occurrence, il s'agit de Madame Françoise Barraud-Berger, qui est chef du service interministériel des archives de France. Elle évoque clairement certaines séquences qui sont cruciales au cours de la guerre d'Algérie, puisqu'elle dit que dans ces archives-là, on peut trouver aussi bien des éléments qui concernent l'OAS, la main rouge, les disparitions. Donc c'est quelque chose qui touche aussi bien les militaires que les policiers. Donc pour elle, elle considère que ce sont des éléments probants et tout à fait consistants. Alors bien sûr, à l'échelle de la période coloniale, ça paraît petit. Mais si effectivement il y a une transmission effective par rapport à ce qui s'est passé, et même maintenant on parle de plusieurs dizaines de milliers de disparus au cours de la guerre entre 1954 et 1962, on peut considérer ceci comme étant un premier pas. Voilà. Faisal, quand on dit archives, on dit administration. Est-ce que vous pensez justement que les archives de l'administration française sont encore tenues secrets parce qu'on ne veut pas révéler, par exemple, des plans sur certains bâtisses, des restitutions des bâtisses, mais également tout ce qui concerne le patrimoine culturel et même mémoriel de l'Algérie. Il faut noter que, comme M. Qassimi l'a précisé, il y a un contentieux avec l'Algérie, entre la France et l'Algérie sur les archives depuis l'indépendance. La France a restitué à l'Algérie 2% seulement des archives. Pendant toute cette période, il y a beaucoup de groupes mixtes, de groupes de travail qui se sont réunis, etc. La France a un point. Elle estime que les archives de souveraineté ne sont pas livrables. Alors l'Algérie ne veut pas de copies, elle veut des originaux. Et Mme Bachelot n'a pas fait un acte de générosité. Il faut rappeler qu'il y a une loi en France qui a été votée en 2008 sur les archives, sur la communication des archives. Toute personne peut accéder aux archives, mais évidemment,
il y a une condition, c'est les informations qui est nécessaire d'être protégées pendant un certain temps. Il s'agit surtout du secret défense. Le secret défense concerne plusieurs points. Il y a la conduite de la politique extérieure de la France, le secret médical, le secret industriel, etc. Donc la loi autorise l'accès aux archives. Les chercheurs algériens et les historiens algériens ont beaucoup de difficultés d'accéder aux archives françaises, mais serait-ce que parce qu'il y a des difficultés d'avoir le visa, déjà sur ce point. Maintenant, pour les archives administratives, une bonne partie des registres d'état civil, parce que l'état civil, c'est assez délicat, sont restés en Algérie après l'indépendance. Une bonne partie. La France, avant de partir, ils ont fait des copies. Ils ont fait 2 exemplaires. Un exemplaire est resté en Algérie, l'autre a été rapatrié entre guillemets en France. Mais la question du droit d'accès à la mémoire est importante dans la mesure où toutes les conventions internationales le permettent. Et ce contentieux, c'est-à-dire pour avoir les archives, toutes les archives, ça sera un combat de longue haleine. Parce que M. Ricépoucci a bien précisé que les archives judiciaires concernent les plaintes, uniquement les plaintes. Et on peut imaginer qu'il n'y ait pas eu beaucoup de plaintes par rapport au cas de disparition forcée. La disparition forcée, du point de vue du droit international, est un crime continu. Ça veut dire que la responsabilité de la France est toujours entière à ce jour. La France, pour les cas de torture, a reconnu 2 cas. Ali Boumengel cité dans le rapport Stora, et Maurice Audin. Or, ceux qui ont été torturés sont très nombreux. Oui. Qui ont été jetés des premiers étages, du 6e étage. Il y a 4000 disparus. Hein. Oui, et certains parlent de plus. Durant la bataille d'Alger seulement. Hein. Parce qu'il n'y a aucune trace dans les archives. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de trace. Et les militaires, vous avez parlé des archives militaires et des tribunaux spéciaux qui ont condamné, il y a beaucoup d'archives qui ont disparu. Et la question pour les archives judiciaires est un peu cruciale. Côté français, je vous invite à lire l'éditorial du journal Opinion, qui a été très critique à l'égard de la décision de Bachelot, considérant que c'est une repentance, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'archives, à chaque fois qu'on parle de la responsabilité de la France pour les cas de disparition, de torture, tous les crimes coloniaux, on nous ressort cette histoire de repentance. Or, les Algériens n'ont jamais demandé de repentance. Les Algériens ont demandé que la France reconnaisse ces crimes. Et l'ouverture partielle, pour moi, c'est une ouverture partielle qui n'est pas suffisante pour accéder à la vérité, même si Madame Roselyne Bachelot évoque le mensonge. Et pour vous, l'annonce qui a été faite sur BFM TV spécialement, vous pensez qu'il y a une manipulation médiatique? Oui, l'auditoire. Qui regarde BFM TV? C'est l'électorat de droite. C'est pour ça que c'est lié aux considérations électorales, même si le président Macron, en 2018, il avait promis d'ouvrir les archives, notamment liées au secret défense, qui ont été refermées après, parce que suite à une plainte du ministère des Armées français, réouvert encore une fois par le Conseil d'État, parce qu'il a annulé la décision, mais après ils ont introduit des conditions, on en parlera peut-être plus tard, notamment les archives concernant les essais nucléaires français dans le Sud. Oui, ça c'est un autre dossier. Sofiane Baroudi, vous savez très bien que durant la bataille d'Alger, il y a justement eu un échange de pouvoir entre la police et la gendarmerie et les parachutistes du général Massu. C'est-à-dire que durant la bataille d'Alger, ils ont pris le pouvoir de la police et ils ne communiquaient pas justement tout ce qu'ils faisaient, ou tous les rapports n'étaient pas distribués ou partagés avec la police et la gendarmerie. Alors ça signifie aussi que tout ce qui a été fait durant la bataille d'Alger, entre 57 jusqu'à 59, restera éternellement fermé. Je pense que ça signifie pas que ça restera éternellement fermé, mais je reviens toujours en écho à une lutte qui est une lutte de fractions franco-françaises. Par exemple, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a parlé de lobbies en France. Ces lobbies sont en écho à des fractions qui jouent le pouvoir en France. Et actuellement, c'est une lutte qui devient de plus en plus âpre à l'image de ce que ça a été justement entre 54 et 62. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a au moins 5 gouvernements qui sont tombés pendant la guerre de libération, un coup d'État et une tentative de coup d'État. Et ces événements-là ne sont pas juste des échos d'archives qui sont scellés. Ça reste très très vivace dans la société française et ça reste très vivace dans des camps politiques déterminés qui s'en servent comme narrative motrice justement pour ou gagner un électorat ou alors assurer une base qui est une base activiste. Parce qu'il faut se rappeler aussi du terme activiste qui était utilisé pour parler notamment de l'OAS par exemple. Actuellement, il y a des affaires en France qui concernent des tentatives de reconstitution de l'OAS. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un souvenir ou quelque chose qui est scellé dans des musées, voire dans des salles d'archives, mais c'est quelque chose qui menace encore
la République. Par exemple, en France, l'extrême droite ne se limite pas juste à l'extrême droite médiatisée qui est celle de Zemmour et de Marine Le Pen. Il y a une extrême droite beaucoup plus virulente, qui est une extrême droite fondamentaliste, souvent liée, par exemple, on va le dire, à des pôles aussi extrémistes chrétiens. Dans lequel sont présents des anciens appelés de l'armée française. Oui, bien sûr. Dans lequel sont présents aussi des hauts gradés actuels de l'armée française. Parce que, par exemple, l'appel des généraux, il a été signé par des milliers de militaires actifs. C'est-à-dire que ça ne s'est pas arrêté juste à une tribune dans la presse. Il y a des actifs qui ont signé. Il faut se rappeler aussi, par exemple, d'un événement qui est passé inaperçu. Le chef des armées, le chef d'état-major des armées, Lecointre, il avait accepté de remettre à l'Algérie les cartes concernant les déchets nucléaires. Les déchets nucléaires, oui. Eh bien, Lecointre n'est plus chef d'état-major des armées en France. Les cartes n'ont pas été remises. Et les cartes n'ont pas été remises. Donc, voilà. Ce n'est pas une coïncidence. Voilà. Sofiane, justement, tu as réalisé un reportage sur, parce que les archives, ce n'est pas seulement des documents judiciaires et policiers, c'est aussi des images. Et les archives filmées sont très importants dans cette bataille, justement, des archives. Je vous laisse regarder un reportage réalisé par Sofiane Baroudi, justement, sur les archives filmiques de la guerre de libération. La guerre de libération algérienne a été un événement majeur du XXe siècle. Si la radio et la presse ont été largement utilisées par le Front de libération nationale, peu d'images filmées sont disponibles pour illustrer ce combat épique. L'armée coloniale, bien nommée Grande Muette, a tout fait pour empêcher la diffusion de séquences illustrant sa sale guerre en Algérie. Les premières images des maquis et des camps de l'armée de libération nationale ont été tournées par des soutiens de la Révolution, tels Stepan Labudovic, mandaté par le maréchal Tito afin de filmer et de diffuser l'organisation de la Révolution algérienne, notamment dans sa base tunisienne. Ces bobines sont toujours conservées à Belgrade et servent de support à un projet filmique, Labudovic Wheels, traitant de l'appui et du rôle yougoslave dans le mouvement des non-alignés et de l'appui de Belgrade au mouvement de libération africain, notamment au FLN algérien. René Vauthier, militant anticolonialiste, a aussi immortalisé par sa caméra et son objectif engagé la signification d'avoir 20 ans dans les Aurès. On y passait 30 mois ou de vie à trépas. Il a commencé à nous avoir dès le camp, on nous a laissé glander 3 mois. Le camp des insoumis. À l'époque où soufflait le vent de l'émancipation en Afrique du Nord. D'autres séquences ont également été filmées pour leur majorité par des journalistes. Il y a ceux concernant les terribles massacres du 8 mai 1945 par des Américains présents pour couvrir la victoire des Alliés et d'autres de grands médias US tel NBC, illustrant les manifestations du 11 décembre 1960. On Saturday, December 10th, 1960, the picture changed. The Muslims of the Kasbah, until then outwardly docile, unfurled their colors. Their colors were red, white and green, the colors of the National Liberation Front, the FLN. Quelques archives filmées françaises, notamment de l'ORTF ou britannique BBC, mettent à l'écran différents moments de la guerre de libération nationale. Beaucoup sont conservés dans les différents centres d'archives algériens, principalement le riche musée du cinéma de la Cinémathèque algérienne, véritable institution de préservation de la mémoire collective. Cette institution est un établissement important servant la lutte contre le déni et contre l'oubli, qui est toujours le fil conducteur de la volonté de travestissement colonial de l'une des pages les plus glorieuses de l'ère moderne. Le sursaut des peuples, immortalisé par l'image et par le sang, résistera toujours à la répression, à la contre-insurrection, au geôle, au canon et à la folie des colons.
Voilà, c'était un reportage signé Sofiane Baroudi, justement. Sofiane, tu as évoqué le rôle des images dans cette guerre de libération. Aujourd'hui, il y a aussi une guerre des archives concernant la guerre de libération. C'est-à-dire que chaque camp, que ce soit du côté algérien ou du côté français, essaye de ressortir certaines images qui n'ont pas été exploitées durant ces années. Bien sûr, en tant qu'ancien directeur de la Cinémathèque, j'ai eu à accéder aux archives de la Cinémathèque algérienne, et je peux vous dire que, par exemple, ce qu'on vient de voir dans les locaux de la Bibliothèque nationale, où sont stockés le fonds algérien sur la guerre d'Algérie, c'est des bobines qui ont été filmées par des chaînes de télévision étrangères, pas françaises. Hein. Donc, il y avait les Belges, il y avait les Américains, les Anglais, mais également, à l'époque, certains Français, cinéastes français, dont René Vauthier et Clément, mais également Labodovitch, qui a fourni à l'Algérie des images exclusives du combat des Moudjahidines dans le Maquis. Justement, c'est en écho aussi à un contexte actuel. Là, on parle par exemple de guerre de 4e génération, qui est une guerre sur la perception et sur l'image. À l'époque, c'était pareil, c'est-à-dire que pour mener une guerre révolutionnaire du côté algérien, il fallait se doter d'instruments médiatiques. Frantz Fanon, par exemple, parle du rôle du post-radio, de l'importance de la radio pour mener en avant le combat révolutionnaire du peuple algérien, pour le faire connaître à l'international, mais aussi aux Algériens eux-mêmes. Parce qu'il y a une particularité, c'est que les bases de l'armée de libération nationale devaient, pour des raisons évidentes, se trouver à l'extérieur, ce qu'on appelle les frontières. Mais en réalité, c'était une guerre qui ne concernait pas juste le territoire de l'Algérie actuelle, mais qui concernait l'espace maghrébin, voire tout le continent africain. Et donc, le rôle des images, à un moment, il y avait un déficit certain sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il y avait le journal El Moudjahid et d'autres publications, notamment d'intellectuels de gauche en Europe qui soutenaient le FLN, mais il fallait à un moment trouver aussi, pouvoir mener la guerre contre l'armada médiatique audiovisuelle française. Et c'est là qu'entre en scène, par exemple, la Yougoslavie de Tito. Alors, justement, les gens ne savent pas, mais les images sur la guerre d'Algérie ou la guerre de libération ont été protégées parce qu'elles n'étaient pas en Algérie. Elles étaient en Tunisie. La majorité des images de Labodovitch, de René Vauthier, de Clément, mais également de Chandarli, de Hamina, de Rachdi, ont été protégées et gardées dans les camps du FLN en Tunisie, et elles ont été rapatriées en 1964, grâce à Sadaq Moussaoui, le premier directeur général du Centre national de cinéma et également créateur de la Cinémathèque algérienne. C'est à travers la Cinémathèque algérienne, avec son premier directeur Ahmed Houssine, c'est à travers cette institution qu'on a sauvé les archives et le fonds algérien de la guerre de libération, qui ont ensuite été partagés avec la télévision algérienne à partir de 65-66. Il faut préciser aussi que la télévision algérienne n'a été libérée que le 28 octobre 63. Donc, après l'indépendance, ils sont restés plus de plusieurs mois à la télévision, et ils ont pu récupérer les images justement de l'Algérie, même des images de l'actualité et même de l'activité quotidienne des Algériens. Et qu'est-ce qui a sauvé les archives filmiques de la guerre de libération, même de l'Algérie avant la guerre, c'était les actualités filmées des Britanniques, des Américains, des Belges, mais aussi des pays de l'Est, notamment la Yougoslavie. Oui, vas-y. Sur ça, par exemple, les rares images qui existent sur la répression du 8 mai 45 sont des images de journalistes américains qui étaient en Algérie pour couvrir la victoire des Alliés contre les nazis. Même chose concernant le bombardement de Saïd Sidi Youssef en Tunisie. C'est grâce aux images de René Vauthier, qui était à l'époque dans les camps en Tunisie, qui a pris sa caméra et qui a filmé les premières victimes justement du bombardement. Reda Harirash, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'au-delà de la bataille des archives, documentation, mais aussi mémoire, il y a une bataille de l'image, encore présente, plusieurs années après la fin de la guerre?
Oui, c'est tout à fait incontestable parce que la bataille de l'image, c'est ce qui reste au fond de l'esprit et l'image, elle est liée intrinsèquement à la mémoire. Donc c'est un aspect qu'on ne peut pas ignorer. Et rien n'empêche justement nos concitoyens algériens de retrouver cet élan qu'ils avaient au cours de la période révolutionnaire pour justement faire valoir leurs droits. Et je fais référence notamment à la dernière visite qu'a effectuée le recteur de la mosquée de Paris, qui est venu quasiment en même temps que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, pour tout simplement demander de l'aide à son pays d'origine. Pourquoi ? Parce qu'il demande à ce que les Algériens puissent retrouver cette ferveur de manière à constituer, pourquoi pas, un lobby en France, un lobby qui serait aussi influent que, par exemple, d'autres lobbies comme le lobby arménien. Je vous rappelle que ces derniers jours, depuis ces 24 heures, Éric Zemmour et De Villiers sont partis en Arménie pour soutenir les Arméniens contre les Azéris. D'accord. Bon. Et lorsqu'il s'agit de parler du drame arménien, puisque la Turquie ne le reconnaît pas en tant que génocide proprement dit, mais lorsqu'il s'agit de la question arménienne, là, on répète inlassablement qu'il y a eu crime contre l'humanité. Mais dès lors qu'on revient à Alger, c'est le silence parfois. Donc vous voyez, il est important de sensibiliser l'opinion publique française à travers notamment la constitution de relais sur place en France métropolitaine. Et comme l'a dit le recteur de la mosquée de Paris, M. Hafiz, la constitution, pourquoi pas, de lobby sur place. Et la constitution d'un lobby, bien sûr, ça part du principe qu'il faut qu'il y ait des images, il faut qu'il y ait de la mémoire, il faut qu'il y ait de l'enthousiasme, tout court. Faisal, tu es quand même aussi un spécialiste de l'image et du cinéma. Est-ce que tu penses qu'on n'en a pas fait assez concernant la sauvegarde des archives filmiques, que ce soit de la guerre de libération ou disons, tous les archives concernant la période coloniale? Oui, je pense l'image en temps de guerre, elle est utilisée par la propagande et elle est utilisée aussi pour défendre des causes légitimes comme celle de défendre l'indépendance de son pays ou de sa souveraineté. Tout le monde se rappelle, en mémoire, et on a raison de parler de mémoire, l'image d'un colon qui tirait à bout portant sur un Algérien qui est tombé sur un khayma. Cette image a fait le tour du monde. C'est une image américaine. Américaine qui a prouvé, cette image n'a jamais, à mon savoir, n'a été diffusée dans les médias français que récemment, parce qu'elle montre la sauvagerie avec laquelle les colons, parce qu'on n'en parle pas assez, les colons avaient participé aussi, notamment après les massacres du 8 mai 1945 à Guelma, Kharata et Sétif, et dans d'autres villes, parce qu'il n'y a pas que ces trois villes, les colons qui étaient assistés un peu les militaires français. Et nous avons besoin, je pense, en Algérie, de créer un INA algérien, un Institut national d'audiovisuel, qui va, si vous voulez, connecter. C'est vrai que la Cinémathèque algérienne, le musée du cinéma, il a un fonds d'archives très important, la télévision algérienne aussi, mais la jeunesse d'aujourd'hui a besoin de regarder certaines images. Comment les remettre dans le contexte? Comment les revaloriser? Comment les montrer? Je pense qu'une chaîne comme Al24 News ou d'autres chaînes ont aussi cette responsabilité de montrer aussi cette guerre, même les images qui n'ont jamais été diffusées, parce qu'il y a beaucoup d'images qui n'ont pas été diffusées, y compris en France, par rapport à la guerre. Et tout le monde sait que l'opinion internationale, l'opinion en général peut changer à cause d'une seule image. Vous vous rappelez la guerre du Vietnam, la jeune fille qui fuyait des napalms au Vietnam, la jeune fille qui était toute nue, qui a retourné l'opinion publique américaine par rapport à la guerre. Donc l'image, je pense que oui, nous avons besoin de chercher, parce que je pense qu'il y a dans les archives privées des images qui sont peut-être inédites. Oui, tout à fait. Qu'il faut rechercher, qu'il faut mettre dans un... Je te rassure, Faisal, je peux témoigner qu'il existe effectivement des images d'archives concernant la guerre de libération, et même dans le maquis, des centaines d'heures justement sur le maquis. Ce qu'on a négligé, en fait, d'abord, on n'a pas numérisé ces archives. Absolument. La Cinémathèque qui se bat depuis des années pour être modernisée, pour être actualisée, je me suis un petit peu battu pour acquérir ce matériel de numérisation. On a numérisé quelques films, quelques
pépites ou quelques archives grâce à la télévision qui a un scanner 16 et 35 mm. Mais il existe aujourd'hui à la Bibliothèque nationale plus de 60 000 bobines qu'il faut conserver. Qu'il faut conserver. Non, d'abord, avant de conserver, il faut numériser. Parce que c'est compliqué de conserver les bobines. Avant de conserver, il faut numériser. Ensuite, restaurer, parce que la restauration fait partie justement de la sauvegarde de la mémoire. Et après, lister. Quand je suis arrivé, je vous cite un exemple, hein, je témoigne en tant qu'ancien responsable de la Cinémathèque, je vous raconte une histoire. C'est que j'ai demandé à notre archiviste, qui est une jeune fille, qui ne connaît pas l'histoire, c'est-à-dire que pour archiver, connaître l'importance de l'image, il faut avoir ce qu'on appelle un historien du cinéma. Une archiviste, enfin une attachée de conservation peut conserver une image, peut la nettoyer, mais elle ne connaît pas l'importance de l'image. Et je me souviens qu'on avait récupéré des bobines du fond de la wilaya d'Alger qui étaient totalement abandonnées. Une grande partie a été récupérée par l'INA à l'époque, dans un accord de coopération entre le ministère de la Culture et l'Union européenne. Et un expert de l'INA est venu, il a constaté. Mais pour lui aussi, c'était une occasion de voir que contient le fonds algérien et le fonds de la Cinémathèque algérienne. Il faut rappeler que la Cinémathèque algérienne, c'est la plus ancienne cinémathèque, l'une des plus anciennes cinémathèques au monde et la plus ancienne en Afrique et dans le monde arabe. C'était également la deuxième plus grande cinémathèque du monde après la Cinémathèque française. Aujourd'hui, ces images, le fonds algérien est sauvegardé, mais il reste à être totalement sauvegardé parce que aujourd'hui, ces films ne sont pas numérisés, ils ne sont pas digitalisés, ils ne sont pas restaurés. Quand on a vu, par exemple, le documentaire de Benjamin Stora sur la guerre d'Algérie, certaines images, même en Super 8, qui ont été récupérées, aujourd'hui c'est la mode, hein, on récupère des images familiales en Super 8 et en 8 mm, enfin 8 mm à l'époque, et on les numérise, on les colorise aussi. Donc pour donner ce cachet novateur, ce cachet un petit peu moderne pour sauvegarder le patrimoine historique de la région. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail à faire. Ce travail doit être centralisé sur la numérisation des archives. Cette opération, elle a commencé un peu tard. À cause de ce retard, la Cinémathèque algérienne a reculé dans son classement à la FIAF, la Fédération internationale des archives, et aujourd'hui, nous avons essayé de nous maintenir parmi les plus anciennes cinémathèques, mais aussi de donner les moyens pour la sauvegarde des archives, notamment du fonds algérien. Il faut préciser que ce fonds est un patrimoine important. Je vous cite un exemple, hein. Je m'excuse de prendre un peu la parole, mais parce que c'est un dossier qui est très important. Aujourd'hui, on s'intéresse aux images de combat, aux images au maquis, mais on a oublié les images de la vie des moudjahidines dans les montagnes. Je vous cite un exemple. Moi, j'ai découvert très étonné, passionné, des images de lever drapeau d'une moudjahida en train de saluer le lever drapeau. Cette image n'est jamais sortie des locaux de la Cinémathèque algérienne, elle n'a jamais été numérisée, et pourtant c'est une très belle image. Il y a également les moudjahidines qui font du sport le matin, et des moudjahidines qui courent, qui cuisinent, qui jouent au domino. C'est des images d'archives très importantes de la vie quotidienne. D'autre côté, Salim, dans l'INA, si vous faites des recherches, vous retrouvez beaucoup d'images qui parlent de l'Algérie de l'époque, parce que c'était un contexte colonial. Alors, Alger était présenté comme une bourgade moyenâgeuse. Or, ce n'était pas du tout le cas. Et c'est présenté comme les militaires français, lorsqu'ils sont venus avec leurs bagages, ils ont civilisé la région. Quand vous quittez Alger, c'est dit dans ce documentaire, quand vous quittez Alger, vous êtes dans un désert. Ce n'est pas le cas. On sait qu'il y a les Tidja, les plaines verdoyantes, etc. C'est pour ça que pour répondre à cette propagande, parce qu'elle était très puissante, tout ça est conservé par l'INA. La réponse viendrait, comme vous l'avez expliqué, c'est-à-dire à travers montrer nos images. Que l'Algérie était une civilisation et était bien une nation avant l'occupation française. Alors la différence, pardon Reda, je vais te donner la parole quand même. La différence entre les images de Labodovitch et les images
René Vauthier, c'est qu'on montrait la réalité du terrain. Labodovitch montrait les moudjahidines s'exprimant en français. René Vauthier montre un moudjahid en train de pleurer. Ces images, on ne les voit pas. C'est des images humaines, mais qui témoignent justement la force de caractère de nos moudjahidines au Maquis. Moi, je suis pour que ces images soient restaurées, numérisées. Aujourd'hui, quand on voit les documentaires que fait Daniel Costel sur la Seconde Guerre mondiale, il en fait toute une collection. Il récupère les collections même des Allemands privées et il restaure et colorise les images pour lui donner un cachet moderne, parce qu'on dit, par exemple, les gens n'achètent pas de DVD ou de Blu-ray sur la Seconde Guerre mondiale parce que c'est en noir et blanc et ils préfèrent le couleur. Donc, le fait de coloriser les images, ça leur donne un cachet très moderne. Voilà, je te donne la parole à Reda pour justement parler sur ce plan. Oui, je vais juste compléter votre propos par une situation qui est tout à fait ubuesque, puisque le film culte de la bataille d'Alger n'est pas projeté dans les salles en France. Si, il a été projeté. C'est très récent. Il a été longtemps censuré. Il a été censuré 40 ans. Il a été censuré 40 ans. Mais on le... Oui, mais... Maurice, la question sur la torture. Oui, mais ce n'est pas évident de voir ce type de film-là, parce que ça reste confiné à certaines salles de cinéma. Donc, moi, je pense que la bataille de l'image, c'est éventuellement d'œuvrer à ce qu'un film culte comme le film de Gilles Pontecorvo sur la bataille d'Alger puisse être projeté à l'échelle de tous les hexagones, de manière à ce que... Alors, en parlant de cinéma, je pense que Faisal va prendre la parole pour Salim a fait un documentaire, justement. C'est pas sur le film La bataille d'Alger, mais il y a la question, le sujet, le thème épineux de la guerre de libération, la guerre d'Algérie au cinéma. On se rappelle de Hors-la-loi, quand il a été projeté à Cannes, en 2010, toute la polémique qui a été faite autour de ce film. On a interdit plein de films sur la guerre d'Algérie, notamment le film Zabana, qui montrait Mitterrand dans une séquence justement de jugement de Ahmed Zabana. Qui était pour sa condamnation à mort. Pour sa condamnation, oui. Mais vous pouvez bannier. La grâce. Exactement. Le président de Côte d'Ivoire. Après, il a aboli la peine de mort. On oublie que plein de films algériens, Le Puits de Lotfi Bouchouchi n'est jamais diffusé dans une salle de cinéma, même pas privée. C'est-à-dire qu'on peut, à la rigueur, diffuser dans une salle privée comme ça. Ça a été interdit. Tous les distributeurs, les exploitants de salles refusent de diffuser des films sur la guerre d'Algérie. Je vous cite un exemple. Le film de Patrick Rothman, La guerre sans nom, a été censuré. Le film Ennemi intime de Florence Siri a été censuré. Il a été même écarté des Césars, écarté des Oscars. Donc c'est pour vous dire que le thème de la guerre d'Algérie, même au cinéma français, parce que les gens oublient que le cinéma français a réalisé de nombreux films, peut-être même plus que l'Algérie, sur le thème de la guerre d'Algérie, même si parfois ces films vont du côté français, c'est-à-dire qu'ils montrent le côté français. Et le thème de la bataille d'Alger a dépassé les frontières. On n'a pas besoin de le projeter en France. Il est projeté au Pentagone. Voilà, c'est le plus regardé. Il fait partie des 10 meilleurs films sur l'histoire dans le monde. Et le film de Rachid Bouchareb, vous l'avez évoqué, Hors-la-loi, a été attaqué pour quelques séquences. Pour les 8 minutes sur le 8 mai 45. Le 8 mai 45, parce que c'était la première fois qu'on montrait dans le cinéma. Tout à fait. Le cinéma, le massacre du 8 mai 45 est resté quelque chose qui n'a jamais existé. On parle pas de la censure du film Héliopolis de Jafar Qasem qui a été accepté dans aucun festival en France. Oui, absolument, parce qu'il parle du massacre du 8 mai 45, mais par les colons. Et même le cinéma algérien, pour le cinéma algérien, c'était la première fois qu'on parlait du rôle des colons. Tout à fait. Alors, je vais quand même donner la parole à M. Qassemi. Je vais ajouter encore. On a monopolisé la parole concernant le cinéma et l'audiovisuel. Mais en tant qu'historien, est-ce que vous pensez que justement l'image est très importante pour appuyer les démarches des historiens? Mais oui, bien sûr. Si toutefois l'ALN, le FLN avait accordé un intérêt et une importance capitale pour la presse écrite déjà,
Parlant de la presse écrite, il a accordé une importance capitale, d'où le Moudjahid et le Moudjahid, et bien avant le Moudjahid la Résistance, le journal Résistance, et puis les journaux des wilayats, donc des wilayats historiques. Je voudrais évoquer la voix du Moudjahid de l'époque, donc qui avait servi. Mais en ajoutant à cela la radio secrète. Il avait accordé une importance aussi à la radio secrète parce qu'il y avait un écho très important au niveau de la société. L'image restait toujours un souhait pour l'ALN et le FLN. Donc pour la révolution algérienne, donc d'avoir l'image. L'accueil qui a été réservé à Renier Vautier était chaleureux. Et puis il a sollicité 11 réalisateurs, entre techniciens et réalisateurs, qui travaillaient au niveau de la télévision algérienne en 1958. Donc ce n'est que pour faire de l'image un instrument aussi plus convaincant, d'abord à l'échelle nationale pour l'opinion publique, pour avoir une influence sur l'opinion publique nationale et sur l'opinion publique internationale. L'évolution de la révolution et l'évolution des attitudes des États vis-à-vis de la révolution s'est basée en quelque sorte et quelquefois sur l'image. L'image, par exemple, des manifestations du 17 octobre 1961 avait poussé beaucoup de pays à rejoindre le côté des pays non alignés qui ont soutenu le FLN et l'ALN, le GPRA en général. Ainsi, même les images du 11 décembre, malgré le peu d'images qui a été fait à Inti-Mouchent. Et puis, on n'a pas d'image sur Alger. Donc, l'image avait vraiment une importance pour l'opinion nationale. Il avait fait avancer la question de l'Algérie sur les tribunes internationales. Monsieur Qassimi, il y a un épisode qui est très important, qui reflète réellement ce danger de l'image qui fait peur à la France coloniale à l'époque. C'est l'épisode des 11 techniciens de l'ORTF qui ont pris du matériel radiophonique, du matériel cinématographique et qui ont rejoint le maquis et qui ont été, disons, trahis par la Blue 8 et le capitaine Léger, à l'époque, a fait glisser leur nom pour dire, voilà, c'est des espions, c'est des traîtres. Et malheureusement, ils ont été victimes de la Blue 8. Et parmi eux, il y avait Djennaoui. Djennaoui, c'était le plus performant réalisateur algérien, diplômé de l'IDEC, et qui a été malheureusement perdu la vie dans cette bataille justement, disons, de la Blue 8. Les parents étaient déjà au maquis. Et dont les parents étaient déjà au maquis. Cet épisode reflète justement la peur de l'armée française concernant cette bataille de l'image. L'armée coloniale, la guerre psychologique, ainsi que les diversions faites par la France, par le gouvernement français. Notamment dans la Wilaya 3. Dans la Wilaya 3, soit par l'image, soit concernant la presse écrite. Il a édité l'info de la Wilaya 3. Le journal intitulé L'info de la Wilaya 3, comme il avait fait diversion pour Il Moudjahid, un numéro d'Il Moudjahid qu'il avait fait éditer, mais dont le contenu était différent, bien sûr, à celui qui est édité par le FLN ou le GPRA en Tunisie. Donc cela nous indique, nous fait des preuves de la peur de la France, de l'image et de la presse en général. Alors, Sofiane, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'image de la guerre d'Algérie, qui n'a pas été encore montrée à l'écran ou dans les films ou dans les documentaires, fait encore peur à la France, mais aussi aux historiens français? Oui, moi je pense que ça reste quand même un sujet très, très, très sensible en France. Et pas seulement l'image. Il faut se rappeler aussi, par exemple, de l'interdiction du livre, la question d'Henri Alleg en France. Ensuite, il y a eu un film, la question. Et dans le film, Laurent Ayman, qui a réalisé le film, il a réalisé le film en Algérie. Il a obtenu l'autorisation de tourner en Algérie, alors que
à l'époque, il y avait un film qui se tournait sur la désertion des appelés de l'armée française, de Yves Boisset, RAS, et que les autorités algériennes n'ont pas autorisé, qui a été tourné en Tunisie, et justement qui montrait la démobilisation de l'armée française concernant cette question. Justement, sur cette question, moi j'ai une expérience aussi avec un ami à moi, avec qui on a travaillé sur un projet sur le 11 décembre justement, qui s'appelle Un seul héros, le peuple. La réception du film en France, parce que le film est un film indépendant. Et engagé. Qui essaie, Al24 a diffusé en exclusivité. D'ailleurs, qui essaie de recueillir les témoignages de gens qui ont vécu le 11 décembre, mais aussi des analyses. D'ailleurs, il y a des images du 11 décembre, c'est des images américaines aussi, parce qu'il y avait des journalistes qui essayaient de couvrir justement les tensions entre l'ultra-droite, que j'ai cité tout à l'heure, qui voulait justement arriver à destituer De Gaulle ou même à l'assassiner pour certains, le 9 décembre. Donc il y avait une couverture, et c'est la première fois, par exemple... De l'Ouest, généralement. Même Alger, il y a des images. D'ailleurs, c'est passé. Mais l'idée, c'est justement la sensibilité des images, c'est le fait d'avoir diffusé, par exemple, ces images-là, ça a fait grincer beaucoup de dents en France et ça a même conduit, si vous voulez, à des formes de menaces. D'ailleurs, même Benjamin Stora lui-même, qui ne publie pas d'images, mais plutôt des écrits, et qui en Algérie a on va dire que la pensée de Stora en Algérie est considérée comme étant tiède, mais en France, il a lui-même dit que son dernier rapport a fait qu'il soit menacé physiquement par certains milieux. Mais cela dit, Sophia, si vous permettez, c'est pour équilibrer un peu. Il y a quand même beaucoup d'historiens français qui ont fait un excellent travail. Oui. Ensuite, qui ne sont pas aussi médiatisés que Benjamin Stora. Jean-Luc Inaudi, c'est grâce à lui qu'on a découvert sur le tard les massacres parce qu'en France, on n'utilise pas le terme massacre, on parle de répression sanglante, etc. Mais Jean-Luc Inaudi, M. Recipucci, qu'on a vu tout à l'heure, Fabrice, qui fait aussi un excellent travail, et aussi Gilles Monseran, il y a Olivier Lecourt-Grosmaison. Donc il y a des historiens qui sont suffisamment honnêtes pour dire justement, moi j'ai travaillé avec Mathieu Rigost sur ça. Raphaël Blanche. Où ils ont eu beaucoup de difficultés, mais quand même leurs livres sont parus en France, et ça a permis un peu de donner une autre idée de ce que fut la guerre d'Algérie ou les événements d'Algérie. Parce que, par exemple, la particularité, c'est que le film traite aussi des techniques de contre-insurrection. Par exemple, il faut savoir que la première fois une bombe lacrymogène a été employée, elle a été employée en Algérie. La première fois qu'une grenade de désencerclement qui est utilisée de façon récurrente et qui est contestée maintenant en France parce qu'elle a été utilisée notamment dans le mouvement Gilets jaunes ou alors les manifestations contre la loi du travail, parce que c'est une arme quasi létale, cette grenade de désencerclement a aussi été essayée en Algérie. C'est pareil pour les techniques de torture qui ont été industrialisées et ensuite, permettez-moi le terme, mais refourguées au régime fasciste d'Amérique latine dans ce qu'on appelle les escadrons de la mort, qui ont été utilisés au Chili, au Brésil et partout en Amérique latine avec des équipements de guerre français. Parce qu'on n'a pas ouvert suffisamment le débat en France sur les pouvoirs spéciaux. Salim en a parlé, et les pouvoirs spéciaux, c'est ça. Ça veut dire pouvoirs spéciaux des parachutistes. Des parachutistes qui étaient à Alger à partir de 1955-56, quand il y a eu même le terme bataille d'Alger, c'est très contestable comme terme. Parce qu'en fait, c'était pas vraiment ça. Il faut lire le film, La vraie bataille d'Alger, plutôt lire le livre La vraie bataille d'Alger, de Général Massu, qui parle justement des méthodes de ces parachutistes. On s'arrête aussi. Oui, on s'arrête aussi, tout à fait. Ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas, il a même parlé d'avoir étranglé des personnes de leur propre. Il a révélé qu'il avait tué l'Arabie Ben Moumouni. Et c'est pour ça que le débat, je pense que pour côté algérien, le débat qui doit être mené, c'est considérer, travailler sur un travail de longue haleine. C'est pour classifier ou classer certains crimes comme crimes contre l'humanité. Parce que les crimes contre l'humanité, les crimes génocidaires sont continus. Ils ne s'arrêtent pas du point de vue du droit international. Donc on peut obtenir des réparations. Personnellement, j'ai rencontré un historien britannique qui a travaillé sur les massacres du 17 octobre 1961, parce qu'il faut rappeler aux amis téléspectateurs que la police française, après des Algériens, a déjà basculé dans la Seine. Ils sont morts, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais vu ça, à moins que ce fût le cas dans le Moyen-Âge. Mais ce genre de crime peut être classé comme crime contre l'humanité, et donc les Algériens, à travers leur famille, à travers leurs représentants légaux, peuvent demander réparation même 100 ans, 200 ans après. Pas de prescription. C'est sous la 5e République, de toutes les façons. C'est sous la 5e République. Voilà. Et en plus, ça se passe à Paris, c'est-à-dire la ville civilisée, la ville phare de la démocratie. Sauf Maurice Papon n'a jamais été jugé. Il a été même décoré par De Gaulle. Pour rappel, c'est l'histoire qu'on nous dit. Et il a été condamné pour les rafles du Veldiv. Oui, absolument. Oui, parce qu'il avait les mains sales aussi. Voilà, messieurs, on fait une petite pause quand même parce que je sens que la tension est montée et on revient après ce jingle.
Alors, après les archives administratives, les archives filmiques, nous allons aborder la troisième étape justement de notre dossier, les archives du patrimoine. Alors, c'est aussi un grand dossier. Les archives concernent tout ce qui est reliques, documents anciens, fresques, canons, mais également tout ce qui concerne les œuvres archéologiques, les œuvres artistiques, mais surtout, et c'est ça le plus important, les crânes des combattants algériens qui ont été conservés justement dans des musées en France. Alors, ma première question à M. Qassimi, aujourd'hui, est-ce que le patrimoine fait partie aussi de la bataille des archives? Effectivement, il fait partie de cette bataille. C'est un autre combat. C'est un autre combat, le patrimoine algérien. Notons que la France, depuis avril 61 jusqu'au mois de mai 62, avait pris un lot très important d'archives en France dans le patrimoine algérien. Donc cette longue période, atteste de l'importance du lot dans le patrimoine algérien. Donc aujourd'hui, ce patrimoine, cette archive concernant notre patrimoine fait partie de cette bataille, fait partie des revendications de l'Algérie pour restituer le patrimoine algérien. C'est pour ça que nous avons dit que le pays, l'Algérie, qui a accédé à son indépendance, a le droit à son passé. Donc c'est de là que ça se passe, qui est le contentieux entre l'Algérie et la France. Donc la France qui revendique le droit de ces archives, de ce patrimoine. Le patrimoine, dans ses aspects différents, donc constitue le lot qui concerne d'abord les manuscrits, les livres, qui concerne les fresques, qui concerne tout ce que la France avait spolié. Je dis cette période parce que cette période est très, très, très importante, malgré qu'il existait des périodes bien avant, parce que le patrimoine, ça ne date pas uniquement de la révolution algérienne, mais du patrimoine algérien, de l'histoire ancienne jusqu'à 1962. Donc ce patrimoine, on le revendique aujourd'hui dans les archives. La restitution des fresques, la restitution des canons, surtout le fameux canon qui a été spolié et qui est exhibé. Baba Marzouk. Oui, Baba Marzouk, qui est exhibé en France. Donc tout ça constitue Est-ce que la restitution des crânes des résistants algériens du début du siècle est un début justement de restitution des archives du patrimoine? Oui, on peut dire que c'est un pas, parce que le nombre de crânes, en principe, il dépasse largement le double de ce qu'ils ont remis. Nous avons des chercheurs, nous avons des spécialistes qui ont fait l'inventaire des crânes existants. On les a écoutés un petit peu. Justement, concernant, M. Qassimi, l'absence de chercheurs à l'époque, dans les années 60, d'historiens, d'experts dans les archives, a facilité la spoliation justement du patrimoine algérien. L'absence aussi du pouvoir. On n'avait pas de pouvoir à faire le choix, on n'avait pas de choix devant les institutions françaises. Et même en évoquant les archives... Quand je dis ça, je précise qu'il y a des archives qui ont été emmenées en France après l'indépendance. Les archives qui étaient stockées à la base de Mars el Kbir ont été embarqués sur des bateaux militaires. Oui, monsieur Faisal avait évoqué les 10 km linéaires. Oui, tout à fait. C'est pratiquement 20 ans d'archives. 20 ans d'archives. Pour les biens culturels, si vous permettez, M. Qassimi, c'est que la France, il y a le Baba Marzouk qui est considéré comme un bien militaire. Et donc, il est concerné par la Convention de l'UNESCO
Mais il faudrait que le ministère de la Défense algérien fasse la demande. Je pense que les autorités algériennes ont fait la demande, mais il n'y a pas encore de réponse côté français. Et visiblement, ils ne veulent pas le... Parce que Baba Merzouk s'est appelé le consulaire, a été humilié. Parce on lui a changé de position au port de Brest, qui est un port militaire, pour humilier ce canon qui a défendu Alger à un moment donné. Et on a mis un coq au-dessus. Absolument. Un coq pour dire, voilà, le coq français est là pour vous écraser. Mais les biens culturels, c'est vraiment un immense débat. Il y a la Convention de 1970 qui interdit donc les transferts illicites des biens culturels, et la Convention, elle est signée par la France et par l'Algérie. Mais Pierre Péan, qui dans un livre a écrit Même Basse sur Alger, il est connu. Du vol qui a eu lieu à la Casbah. C'est des trésors. C'est ça, c'est des trésors. C'est des pièces en or, c'est des toiles, c'est des tapis, etc. Tout à fait. Et ça a été estimé pour Beit el-Mal, qui était donc à l'époque ottomane à Alger, c'est l'équivalent de 5 milliards d'euros aujourd'hui. L'équivalent en argent, qui n'a jamais été restitué. Il y a même des familles bourgeoises. Et Pierre Péan a donné même des noms. Il a même cité des noms. La famille Célier notamment, c'était les grands patrons en France qui ont bâti leur fortune à travers ça. Les biens culturels, le président Macron, il y a de ça 2 ans, a parlé de la restitution des biens culturels pour les pays africains. Ils ont commencé par le Bénin. Et pour le Bénin, rien que pour le Bénin, 6000 pièces ont été prises. Le roi Béanza. Absolument, de Dahomey, etc. Et dans son décret, je pense qu'il a signé un décret, il parle de restitution temporaire. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas encore reconnaître que ces biens ne leur appartiennent pas. Aux yeux de la Convention de l'UNESCO, de toutes les conventions internationales. Et je pense qu'au côté algérien, encore, il y a beaucoup de choses à restituer. Monsieur Arpassi me parlait de manuscrits, parce qu'il y a des manuscrits très très valeureux. Surtout les manuscrits concernant l'émir Abdelkader. Et même celles du sud algérien, notamment toute la région. De l'insurrection de 1871. Absolument. Ouais, tout à fait. Il y a les gravures rupestres qui ont été volées, il y a le Mali et le Niger. Il y a énormément de pièces, d'objets culturels qu'on peut restituer. Et vous remarquez que dans le discours français actuellement par rapport à l'Afrique, on a essayé de séparer l'Afrique du Nord de l'Afrique noire. On parle uniquement de l'Afrique noire, comme si ni le Maroc, ni l'Algérie, ni la Tunisie, qui étaient colonisés par la France, ne sont concernés par cette restitution des biens culturels. Reda, est-ce que tu penses justement que la France a bien calculé justement le patrimoine culturel, mais aussi architectural, historique de l'Algérie pour le spolier? C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle un vol qualifié parfois. C'est un pillage. Un pillage, voilà. Oui, c'est-à-dire que le pillage en lui-même, il a commencé dès les premiers jours en 1830. Et pour rejoindre M. Metaoui, justement, il faut savoir que, donc avec cet argent qui a été pris au niveau du palais du Dey Hussein d'Alger et tous les trésors qu'ils ont trouvés sur place, ça a servi notamment à lancer le financement des premiers chemins de fer en France. Les premiers chemins de fer en France, avec les mines du Creusot. Et tout ce qui va venir par la suite, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de captation d'un héritage historique pour enrichir le patrimoine culturel français par ce biais-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au cours des guerres révolutionnaires, par exemple, aussi bien des guerres révolutionnaires françaises que napoléoniennes, quand ils ont été en Italie, ils se sont servis. Quand ils sont partis là-bas. Tout à fait. En Italie, et toutes les autres conquêtes. Mais oui. Donc ça a commencé en Europe jusqu'en 1815, et après le congrès de Vienne, eh bien, puisque l'armée française ne pouvait plus faire de guerre en Europe continentale, eh bien, ça a continué avec la bourgeoisie philipparde, puisque à partir de 1830, c'est surtout Louis-Philippe d'Orléans qui va acter l'arrivée d'un pouvoir bourgeois qui, lui, veut absolument s'enrichir et s'enrichir à n'importe quel... et c'est ça qui fait que cette logique-là, elle va être utilisée pour tout le reste du continent africain. Mais je voudrais préciser toutefois que, justement, le terme de Maghreb a été créé par les colonialistes, de manière à faire une distinction, d'une part, avec le reste du monde arabe, mais également avec l'Afrique. Parce qu'auparavant, on parlait d'Afrique du Nord. C'est ça. C'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte, c'est l'Afrique du Nord. Mais qu'est-ce qui s'est passé à partir
donc de la fin du 19e siècle aux alentours du congrès de Berlin en 1885, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une course entre les principales puissances européennes, notamment entre la France et l'Italie en ce qui concerne la Tunisie. Et ça a débouché sur le traité du Bardo en 1882, parce que la France, qui avait conquis l'Algérie, lorgnait sur la Tunisie voisine. Mais comme l'Italie n'avait pas de colonie, les Italiens voulaient aussi s'y implanter. Donc par la suite, il y a eu le Maroc aussi, qui était convoité par l'Allemagne. Et donc tout ça a été élaboré donc, par des historiens ou carrément par des milieux proches des milieux coloniaux, de manière à faire cette distinction entre les pays qui vont tomber sous la tutelle française avec le reste du monde arabe et de l'Afrique. Si vous permettez, je vais... Oui, Sofiane. J'aimerais rajouter une précision à ce qu'a dit justement Sefes par rapport à... Ce n'est pas justement juste un vol caractérisé. Il s'agit aussi d'une entreprise de suprématie civilisationnelle. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de rattacher, à travers le pillage, je parle notamment des œuvres artistiques, des reliques archéologiques, de rattacher absolument l'entité nord-africaine à une civilisation qui serait une civilisation gréco-romaine et de supprimer complètement la tâche punique, phénicienne, arabe, berbère. Et ça, on peut le retrouver, par exemple, le cours Grand Maison, justement, un livre qui s'appelle L'Empire des hygiénistes, où il développe justement une certaine obsession scientifique à vouloir à tout prix étudier tout ce qui existe. Et ça a commencé par justement la campagne d'Égypte en 1798 menée par Napoléon, qui a débouché sur la fameuse description de l'Égypte et sur une discipline, selon Cheikh Anta Diop par exemple, qui est fameuse, qui s'appelle l'égyptologie, qui est juste une volonté de transformer l'Égypte en berceau de la civilisation grecque, ou en gros d'annexer l'Égypte à la Grèce et ensuite à Rome. Et cette volonté, on la retrouve dans le pillage massif en Algérie qui a été mené aussi. Il faut savoir que beaucoup de généraux de la conquête étaient aussi occasionnellement, et surtout pour piller des fresques, étaient aussi archéologues. Et ça, Mustafa Al-Sharaf en parle longuement dans un de ses livres. La plupart des généraux faisaient aussi des travaux d'archéologie. Ce n'est pas justement juste par intérêt, on va dire, pécunier, mais c'est aussi par intérêt et par nécessité stratégique pour démontrer que l'Afrique du Nord sera éternellement française, et comme la France est la grande sœur de l'Église, donc elle sera gréco-romaine. D'ailleurs, Charles X, le roi Charles X, avait donné instruction au maréchal Bourma, parce qu'il était venu au début de la colonisation, pour prendre tout ce qu'il trouve à la région d'Alger. Et Bourma a tout pris, a pratiquement tout pris, n'a absolument rien laissé. C'était un premier acte de pillage. Je note seulement, Salim, si vous permettez, c'est que les actes de pillage se sont poursuivis bien après la colonisation française. Donc on a parlé des gravures rupestres, mais après, à partir de ce qu'on a appelé les révoltes arabes, vous trouvez normal que le musée de Tripoli, de Bagdad, oui. De Sanaa, oui. De Palmyre, oui, de Tyr, le musée qui est de Palmyre, de Damas. Tous les pays où il y a eu une déstabilisation ces dernières années ont été pillés. Et cela, vous ne le trouvez nulle part dans les médias. Celui de Bagdad a été C'était un acte barbare. C'était des soldats qui rentraient et qui pillaient. Et beaucoup de biens culturels pillés du musée de Bagdad sont aux États-Unis, dans des collections privées. Et c'est pour ça que pour les restituer, ça va prendre beaucoup de temps. Et la même chose pour Tripoli en Libye, la même chose pour Sanaa, la même chose pour Palmyre, etc. Ce qu'on appelle le groupe Daesh, à un moment donné, revendait ces objets. Il était dans le trafic d'art. Oui, il avait un trafic d'art. Ça a été rapporté par les médias russes à un moment donné, je pense, avec un reportage et des images. Ça veut dire qu'il y a une entreprise, et je rejoins Sofiane, une entreprise de décivilisation, entre guillemets, derrière tous ces actes. Ce n'est pas par hasard qu'on pille les musées. Alors justement, il y a une question sur laquelle je voulais que vous interveniez, c'était est-ce qu'il y a un marchandage des archives sur la guerre d'Algérie? Oui, évidemment. Mais ça n'a jamais été, disons, annoncé ou révélé. Parce que Mme Bachelot a parlé de relations interétatiques. Bon, c'est un peu politique, elle a quelque part raison, parce que la France veut, sur le plan diplomatique, rattraper un peu la crise. La visite, Reda en a parlé, la visite de le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, elle a fait une déclaration, dialogue, etc. Bon, ça rentre dans les relations politiques.
Mais la question demeure à ce jour sensible. Pourquoi on ouvre les archives de la Deuxième Guerre mondiale, décision de François Hollande, il me semble, on ne le fait pas pour la guerre d'Algérie. Pourquoi la France va reconnaître quelque part ses crimes, ce qu'elle a commis au Madagascar, elle ne le fait pas pour l'Algérie? Pourquoi l'Italie reconnaît ses crimes en Libye et pas la France? Pourquoi à chaque fois quand on parle de la colonisation française de l'Algérie, on nous ressort l'idée de la repentance qui est un terme catholique? On veut classer, et l'extrême droite parle toujours de repentance. Ce n'est pas du tout le cas. Les Algériens n'ont jamais demandé repentance, ils ont demandé même pas des excuses. C'est de reconnaître des crimes qui ont été commis. Les crimes, ce n'est pas uniquement les pillages. Les crimes, c'est les massacres, c'est les dépossessions des terres, c'est l'utilisation d'armes interdites, parce que la guerre ou l'occupation permet aussi d'essayer des armes. Et tout ça, la France veut les oublier en parlant de réconciliation mémorielle. C'est quoi la réconciliation mémorielle? C'est quoi réconcilier un pays qui a été colonisé avec un pays qui a été colonisateur? C'est impossible. Vous nous avez colonisés, vous devriez reconnaître vos crimes. C'est ce que demandent les Algériens. Et c'est pour ça que les archives, oui, ça peut être utilisé comme un marchandage. D'ailleurs, le débat qui a suivi tout de suite les déclarations de Mme Bachelot, en disant pourquoi les Algériens n'ouvrent pas leurs archives? Mais ce n'est pas la même chose. Pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Les Algériens étaient en train de combattre pour libérer leur pays. Il y avait ils étaient soumis, ils étaient sous pression, il y avait de la torture, il y avait des exactions, etc. Donc il n'y a pas de réconciliation mémorielle sur ce plan-là. Alors il y a aussi des archives militaires, par exemple les cartes de l'emplacement des mines sur les mines antipersonnelles sur les à ce jour sur les lignes Charles et Maurice n'ont pas été restituées par la France. Et l'Algérie a demandé aussi la restitution des cartes, des essais nucléaires français. Tout à fait. Mais pas uniquement ça, même les zones qui ont été contaminées à ce jour. C'est une déclaration l'emplacement des déchets nucléaires. C'est une déclaration du chef d'état-major de l'armée algérienne, le général de corps d'armée Saïd Chengriha. On a parlé, je pense, en recevant justement Lecointre, qui est le chef d'état-major français, il a officiellement demandé à l'État français de donner les cartes. Parce qu'il y a des zones où il y a des déchets nucléaires, des zones d'empuissement. N'oubliez pas que c'est des zones habitées. Oui, et des zones habitées. N'oubliez pas que la France a, entre 1961 et 1966, fait 17 essais nucléaires, dont il y a eu des fuites qui sont considérées aux yeux de la loi internationale, aux yeux de beaucoup de compréhensions, comme un crime contre l'humanité, parce qu'on a exposé des êtres humains dans les cobayes. Et l'équivalent en force, en puissance de ces bombes, c'est 500 kilotonnes. La bombe de Nagasaki en 1945, c'était 20 kilotonnes. Vous faites la comparaison. Et à ce jour, la France ne veut pas donner les cartes, ne veut pas donner les lieux de décontamination, ne veut pas aider. Bon, il y a un groupe de travail officiellement qui travaille pour restituer tout ça, mais pourquoi c'est difficile de remettre des cartes pour aider les autorités algériennes au moins à se débarrasser de ces produits? Il y a la France qui sont toxiques et poursuivis pénalement au Mururoa, dans Polynésie, poursuivis dans plusieurs territoires. Il y a eu des documentaires sur d'ailleurs, Macron a promis de baiser les victimes. Absolument. Et les archives liées aux essais nucléaires français sont considérées comme secrets d'État, secrets de défense, qui n'ont jamais été ouverts, même pas pour les Français. Pas uniquement pour les Algériens. Monsieur Qassimi, il y a un centre qui est l'ECPAD, le centre de documentation de l'armée française, qui dispose d'une gamme importante d'archives, surtout photos, documents classifiés, etc., qui sont, on peut dire, accessibles aux chercheurs, accessibles aux historiens. D'ailleurs, M. Saïd Saadi, quand il a fait le livre sur Amérouche, a eu accès à certains documents de l'ECPAD. M. Djoudi Atoumi, Allah yarhamou, avait fait justement pas mal d'allées et venues à l'ECPAD pour récupérer des archives et écrire des livres sur la Wilaya 3. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a deux camps qui s'opposent à la révélation des archives ou l'ouverture des archives. Le camp politique, mais également il y a une ouverture sensible parfois du service documentation de l'armée française concernant les archives. J'ai lu quelque part un livre qui disait, par exemple, que l'armée française était favorable à faire des films sur la guerre d'Algérie, mais pas les politiques.
Exact. Maintenant, il y a quelques archives qui sont accessibles, soit au centre d'archives, aux différents centres d'archives, soit à Vincennes, soit ailleurs, à Chartres, ou même à Pierrefitte, quand il s'agit de quelques archives qui sont là-bas. Il reste, comme nous l'avons signalé dès le départ, et nous avons conclu maintenant que le fonds intégral d'archives reste toujours n'est pas accessible pour l'Algérie, pour les chercheurs, soit en photo, soit filmique, soit documentaire. Oui. Documentaire. Donc c'est là le problème entre l'Algérie et la France. Revenons jusqu'au contentieux des archives. Nous voulons restituer ces archives, notamment en prenant acte des cartes. Parce que les cartes, aujourd'hui, les cartes de mine, par exemple, sont un danger pour nos citoyens, pour les citoyens algériens. Donc, c'est une priorité de récupérer ces cartes, ces archives. On ne les a pas. On n'a pas ces cartes-là. Ensuite, pour écrire maintenant notre histoire, comme l'avait évoqué Madame Bachelot, sans mensonge. Sans mensonge, donc, il suffit de dire ce mot pour dire qu'il faut qu'il y ait accessibilité à tous les archives. Tout le lot d'archives. Il reste le facteur de tri d'archives dont nous avons parlé en cherchant sur l'oiseau bleu en France. Par exemple, oui. Par exemple, ce n'est qu'un exemple. On ne trouve rien, on ne trouve aucune trace de l'oiseau bleu dans le fond documentaire, l'oiseau bleu dans le fond documentaire en France. Donc là, c'est une opération dont on a besoin, dont nous réclamons. Et puis, c'est une opération à la fois militaire et, si on veut dire... D'infiltration. D'infiltration, oui. Tout à fait. Donc on n'a pas ces archives. Ils ne vous donneront pas les archives sur l'oiseau bleu, l'opération oiseau bleu. On ne peut pas l'avoir. Voilà. On ne pourrait jamais avoir accès à l'oiseau bleu et pourtant, elle fait partie de la période 54-62. Toutes les opérations dans lesquelles l'armée française a été défaite ne sont pas accessibles. Oui, les opérations clandestines, il n'y a pas d'archives. Oui, mais c'est de là qu'on parle. Il y a des témoins vivants qui peuvent dire ce qu'ils ont vu. Il y a eu quelques témoignages, par exemple, un livre qui s'appelle La guerre secrète, écrit par un ex-colonel du 2e bureau. Oui, mais nous, on parle aussi maintenant des archives des PC, des wilayats de l'Algérie, des wilayats historiques de la révolution algérienne, qui sont spoliés par la France, qui ont été pris lors des ratissages, lors des incursions militaires. Donc, ces archives, on trouve par exemple des rapports d'atrocité. Les rapports d'atrocité quotidiens, qui ont été les atrocités commises par la France. Donc là, on ne trouve pas aussi ces archives. Il suffit des rapports, on peut trouver des rapports moraux, rapports de renseignement, mais ces rapports-là portent préjudice beaucoup plus pour l'écriture de l'histoire en elle-même. Merci beaucoup, M. Qassimi. Merci, Sofiane Baroudi. Merci, mes amis Reda et Faisal. Cette émission a été très, très importante pour comprendre justement le dossier épineux des archives entre Paris et Alger. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un dossier aussi intéressant et aussi important sur les médias, mais aussi dans Mediapro.